Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Stellantis a sorti ses résultats pour le premier semestre 2022 et ils sont tout simplement bons. J'avoue que même moi, j'ai été surpris. De toutes les façons, c'est pas comme si je m'attendais à quoi que ce soit de négatif. Mais je savais déjà que ce genre d'entreprise-ci va souffrir en 2022 et 2023. Et 2022, enfin, la première moitié de 2022 est plutôt une période assez correcte ici. Donc, je vais prendre cet article-ci, on va le lire ici, je vais faire des commentaires parce qu'il est assez complet en fait. Hormis le fait de passer sur les graphiques pas les graphiques, mais hormis le fait de passer sur les différents tableaux ici qu'ils ont proposés, je peux déjà vous dire qu'en conclusion générale, je campe sur ma position par rapport à l'analyse que j'ai fait il y a 3 mois ici sur cette compagnie-ci. J'avais notamment dit que c'est une entreprise qui a la capacité de souffrir parce qu'elle n'est pas endettée du tout. Et j'aime ça. Donc, elle est prête à supporter maintenant la période difficile qui arrive. Et elle-même, elle sait qu'il y aura une période difficile. Je vous ai dit, toutes les compagnies cycliques qui ont besoin d'un niveau d'endettement élevé de la part du consommateur final pour pouvoir valider une vente, il y aura de la difficulté dans le futur. En tout cas, dans les 2, 3 prochaines années. Parce que les voitures, ça ne s'achète pas comme ça. Pour acheter une voiture, on prend un crédit. C'est pour ça que la plupart des compagnies automobiles sont des compagnies, sont des compagnies financières. Donc faites attention avec ça. Et Stellantis, je suis assez surpris de remarquer que cette compagnie n'a pas de dette du tout. Elle n'a pas de dette. Elle a plutôt du cash positif. Au point où, présentement, si vous achetez cette entreprise, la moitié du... Je pense que la valorisation actuelle, si vous enlevez le cash en réalité, ça vous coûte 0 $. C'est une aubaine monumentale. Et c'est très rare de voir ce genre de choses-là. Bon, dans tous les cas de figure, je ne vous dis pas acheter l'entreprise maintenant. Hein. Allez lire vos rapports financiers. Nous, on était sur un objectif à 39 euros par là. Mais également, on savait qu'on était 39 euros, quelque chose comme ça. Et également, on était prêt à souffrir. On savait que ça allait nous prendre un tout petit peu de temps avant que ça ne se réalise. D'accord? Donc, ne vous accrochez pas sur le titre ici ou bien sur la valorisation. La valorisation ne veut rien dire si vous ne savez pas ce que ça inclut et si vous ne savez pas si l'entreprise a les capacités de pouvoir réaliser cela. Il ne faut pas avoir comment on appelle ça. Il faut avoir le plus de certitude possible. Même si c'est très difficile d'être à 100%, d'avoir 100% d'informations sur une entreprise, allez chercher le maximum. Allez chercher le maximum. Surtout, posez-vous la question, est-ce que cette compagnie a la capacité de souffrir en cas de période compliquée? D'accord? Donc, on va aller ici sur le document en question. Donc, alors, Stellantis résultat record grâce au prix des voitures, mais le potentiel se réduit. Le CA plus 17% au S1 à 88 milliards d'euros, EBIT meilleur que prévu, marge opérationnelle record de 14,1%, 18,1% en Amérique du Nord et 5,3 milliards d'euros de free cash flow industriel. Numéro 2 européen des ventes électrifiées, juste derrière Volkswagen actualisé avec précision. Enfin, cette information a été divulguée dans le conference call. Donc, c'est pour ça qu'on met actualisé ici avec précision. Donc, je vous invite à écouter les conférences call. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qui ne sont pas notées ici dans les rapports financiers. Enfin, d'accord? Donc, on y va. Stellantis attend une normalisation progressive des approvisionnements en semi-conducteurs en 2023, réduisant au passage les déséquilibres qui lui ont permis d'augmenter le prix de ses voitures et d'afficher de nouveaux résultats records. Donc ici, c'est grâce à son pricing power qu'elle a pu avoir des résultats pareils. Donc je vous ai toujours dit que quand les prix augmentent, il faut également vérifier si les volumes augmentent. Si les prix et les volumes augmentent, c'est bien, c'est durable. Si les prix augmentent alors que les volumes diminuent, c'est pas bon du tout. Si les prix diminuent alors que les volumes diminuent, c'est terrible, d'accord? Donc, faites attention à ça. Donc ici, ils ont augmenté les prix. On va aller voir au niveau des volumes. Et si on en parle également, tant mieux. Je pense que la situation... donc ça, c'est le PDG qui le dit ici. Donc, je pense que la situation va s'améliorer au courant 2023 du côté de l'offre. Donc, il y aura davantage d'offres pour équilibrer la demande. Mais aussi moins de pouvoir... Attendez, on revient, mais aussi moins de pouvoir sur les prix. C'est-à-dire que présentement, ça a été une bonne période. Pourquoi? Non seulement avec la pénurie des semi-conducteurs et l'inflation des prix sur certaines matières premières ici, les constructeurs automobiles avaient du mal comment on dit ça, à offrir, à produire.
D'accord? Donc, il y avait très peu de véhicules. C'est pour ça que vous allez voir que dans le secteur automobile, les voitures d'occasion sont vendues à des prix d'or. Donc, faites attention à toutes les entreprises qui vendent des voitures d'occasion présentement. Ils ont des résultats exceptionnels. C'est un peu comme les entreprises qui vendent de l'acier, toutes ces choses-là. Ce n'est pas durable du tout. D'accord? Donc, ça, si vous savez que ce n'est pas durable, là, vous l'évaluez en normalisant les résultats. Donc, ici, le pouvoir des prix ici est dû à une situation ponctuelle qui n'est pas durable et c'est ce qui transfie, c'est ce que ce commentaire s'y transfie de la part du management. Donc, on continue. Nous ne voulons pas nous retrouver prisonniers d'une situation où le pricing power diminue, mais où nous avons toujours des coûts des matières premières élevés. Donc, ils savent que ici le pricing power peut diminuer et le prix des matières premières peut rester très haut. Donc, ils ne veulent pas se retrouver dans ce genre de situation-là. Donc, c'est pour ça que je pense que là, ça veut dire que si ce genre de choses arrive et on se prépare, on va devoir faire des sacrifices au niveau des coûts. C'est ce que moi, je ressens quand je lis ce genre de choses. Ceux de l'énergie ne baissent pas, contrairement au prix de l'acier qui diminue sur des anticipations de récession mondiale. Hein. Il vous parle des anticipations de récession mondiale, hein. Vous entendez? C'est lui qui en parle. Et lui, il est là au day-to-day tous les jours dans l'entreprise. Et eux, ils se préparent déjà. Donc, préparez-vous également. Stellantis a donc encore abaissé son point mort. Donc, le point mort, c'est généralement le niveau à partir duquel l'entreprise ne perd pas d'argent. Donc, le niveau de vente, bon, ils le disent ici, donc le niveau de vente à partir duquel il gagne de l'argent. Moi, je dis ils ne perdent pas d'argent. Quand on dit il gagne de l'argent, ça peut être 1 million. Donc, à partir duquel on sait qu'importe la situation, on ne perd pas d'argent à 40% seulement au premier. Donc, leur point mort, c'est 40% seulement au premier trimestre, contre un objectif moyen de 50%, afin de pouvoir encaisser tout événement, y compris une récession. Maintenant, il fallait vérifier au niveau des. Donc, 50% des ventes. Donc, quelles sont les ventes moyennes de cette compagnie-ci, de Stellantis? Donc, si elle a les ventes moyennes de 1 million, donc, ce qui veut dire qu'à 40% de ces ventes-là, elle ne perd pas d'argent. Elle devient un tout petit peu rentable. Et pour pouvoir baisser cela, il faut réduire absolument les coûts. Donc, c'est une question ici de coupure au niveau des coûts. Donc, ils ont déjà anticipé cela. Donc, maintenant, c'est vrai que moi, je vous ai toujours dit, il faut croire ce que vous voyez et non ce que vous entendez. Mais également, quelqu'un qui a l'habitude de vous annoncer, de faire ce qu'il dit, c'est quelqu'un que vous devez croire. Donc, le passif, tout ce qui sort de la bouche du management doit être très important, car ça peut être retenu contre le management à long terme ou à moyen terme. Si vous venez me dire que on sera à peu près à 100 millions de revenus d'ici telle période, je veux voir plus que 100 millions de revenus. Il ne faut pas que vous veniez me dire que non, maintenant on pense qu'on aura plutôt 80 millions parce qu'avec la période actuelle, non. Vous devez anticiper les choses. Je ne dis pas que je vais être assez exigeant à ce niveau-là, mais c'est quelque chose, je prends note. Donc, je vous ai toujours dit que le management est déterminant pour le succès à long terme. Il est aussi déterminant que la qualité d'une entreprise. C'est la vérité. Si vous me mettez personnellement à la tête d'LVMH ici, je vous assure, vendez vos actions parce que je suis sûr et certain que je n'aurai pas les capacités requises, enfin, à moyen terme, pour gérer cette entreprise comme Bernard Arnault. D'accord? Ça, c'est moi. Je parle de moi personnellement. Donc, le management est très important. Même si on me donne une entreprise de qualité, je ne suis pas sûr de bien gérer cette entreprise de qualité-là. D'accord? Donc, on continue ici. Pour l'heure, le carnet de commandes du groupe 3 fois plus élevé que la normale avant l'épidémie de coronavirus est qualifié de copieux et montre que les clients acceptent toujours les tarifs actuellement proposés pour l'acquisition d'un véhicule, a poursuivi Carlos Tavares. C'est bien le carnet de commandes, mais je veux savoir, est-ce que ce sont des commandes fermes dans le sens où le client a déjà payé la totalité et dans lequel le contrat stipule qu'il n'y aura pas de remboursement, ou bien s'il y a remboursement, il y aura une charge minime? C'est le genre de choses que moi je veux savoir parce que c'est bien de me dire que les commandes sont 3 fois plus élevées que d'habitude. C'est bien, mais je m'en fous un tout petit peu parce que moi ce qui m'intéresse, c'est l'argent qui va rentrer. C'est une bonne information. Ça veut dire que là, il y a de bonnes choses qui pourraient continuer à arriver, mais attention, ça pourrait également se retourner. C'est pour ça que je veux savoir ces contrats-là, qu'est-ce qu'ils stipulent en réalité. Je ne veux pas me retrouver dans les trucs à la Alstom où on a de gros contrats, mais ces contrats sont mal ficelés dans le sens où quand bien même l'entreprise va les réaliser, ils vont perdre de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce genre de choses que je veux savoir au niveau des contrats. Surtout que si quelqu'un a acheté une voiture qui coûtait 10 000 dollars à produire, s'il a acheté cette voiture à 10 000, disons à 11 000 dollars,
et que quelques mois plus tard, la même voiture qui coûtait 10 000, qui nous coûte maintenant 15 000 dollars à produire, en réalité, on va payer de l'argent parce qu'on a déjà vendu cette voiture à 11 000 dollars. Excusez-moi, je parle en dollars, mais vous devez comprendre, convertir ça. Mais quoique dollars et euros se ressemblent maintenant, on peut parler maintenant librement. Bon, temporairement. Donc, on continue ici. Entre parenthèses, regardez également si cette entreprise a été affectée par la variation des taux de change. Donc, je continue. Cette force de frappe tarifaire a permis au quatrième constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA, donc Peugeot et Fiat, d'afficher au premier semestre un chiffre d'affaires de 88 milliards, donc plus de 17%, alors que ses volumes sont tombés à moins de 3 millions d'unités sur la période, donc moins 7%. Donc là, on vous donne déjà l'information par rapport au volume. Faites déjà attention à ce niveau-ci. D'accord. Ils savent qu'ils n'auront pas éternellement un pricing power et ils ne veulent pas se retrouver dans une situation où ils n'ont pas de pricing power parce que l'offre maintenant peut satisfaire la demande. D'accord. Ou bien s'il y a trop d'offres sur le marché, ils n'ont pas un pricing power énorme à la Ferrari. Donc ne soyez pas obnubilés par le terme pricing power. Et lui-même, il vous dit que faites attention à ce terme-là. En tout cas, c'est ce que moi je comprends dans ce message ici. Donc, vers 15 heures, l'action Stellantis, enfin on s'en fout de ce que Stellantis gagnait en une journée. On continue ici. Donc la Banque du Canada, l'analyse de la Banque du Canada dit ceci, donc la Royal Bank of Canada, des résultats bien supérieurs aux attentes à travers toutes les divisions principalement tirées par l'Amérique du Nord et le price mix. Donc ici, on donne l'information par rapport à ce qu'ils ont fait en Europe comparé à Tesla. Donc, la marge opérationnelle courante du groupe a atteint 14,1% sur la période contre 11,4% un an plus tôt. C'est intéressant ici parce que cette marge-là est très élevée. Je pense aussi que Tesla a dû bénéficier également de cette période-là où il y a pas, l'offre est là, la demande est là, mais il n'y a pas assez d'offres. Donc peut-être c'est pour cela qu'elle s'est permis d'augmenter le prix. Je vous disais dernièrement sur la vidéo sur Tesla qu'ils ont des marges extraordinaires. Et ce qui m'inquiète, c'est de savoir si ces marges-là pourraient être stables dans le temps. Parce que je sais une chose, les compagnies automobiles, c'est avant tout la gestion des coûts. Si vous savez gérer vos coûts, vous pouvez faire de l'argent. Ce n'est pas une question la marque est importante, la qualité également est importante, mais la gestion des coûts est déterminante. C'est très important de savoir gérer ses coûts ici. Donc ici, moi je veux savoir est-ce que le 14,1% est durable. Moi je vous dirais que non. Donc c'est pour ça que si je fais mon analyse, je ne prends pas en considération que cette marge-là va rester jusqu'à la fin des temps. Donc ici, on continue, un an plus tôt, des prix de vente plus élevés et des effets de change positifs ayant plus que compensé un impact inflationniste massif de près de 4 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net a grimpé de 34% à 7,96 milliards d'euros. Donc ici, il y a eu un impact positif de la part des taux de change. Or, les entreprises américaines se plaignent que l'impact est négatif. Donc, il faut aller regarder pourquoi est-ce que cet impact est positif à ce niveau-ci. Est-ce qu'ils se fournissent en dollars, vendent essentiellement en dollars ou ce genre de choses-là. Maintenant, ici en Amérique du Nord, la rentabilité a atteint 18,1%. Donc, déjà habitué à des marges records grâce à ces très rentables SUV et à plusieurs années d'économie drastique, Stellantis récolte aussi maintenant les fruits de sa stratégie d'électrification. Considéré un temps comme en retard sur la concurrence, le constructeur a pris la deuxième place des ventes de véhicules électrifiés en Europe au premier semestre. Sur les modèles purement électriques, le directeur financier Richard Palmer a souligné au cours d'une téléconférence de presse que Stellantis avait dépassé Tesla et qu'il talonnait le leader Volkswagen avec 136 000 ventes au premier semestre, donc plus 50% que la période précédente. Donc, la Fiat 500 électrique a même été la voiture électrique la plus vendue en Allemagne sur la période. Stellantis a confirmé son objectif d'une marge à 2 chiffres en 2022. En 2022, en 2022, regroupe 14 marques. Donnez-moi juste un instant. Qui a confirmé son objectif d'une marge à 2 chiffres en 2022, regroupe 14 marques. Donc, ok, il signifie ici que c'est une entreprise. Elle a confirmé qu'elle aura des marges à 2 chiffres en 2022 et elle regroupe ici 14 marques. Donc, vous donnez le nom des marques. Donc, c'est un peu la fin de cette petite note-ci. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Les résultats sont bons parce que les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté parce qu'il n'y avait pas assez d'offres, mais la demande était élevée. Mais en même temps, ici, on se prépare à une certaine récession et on dit déjà ici on se prépare à être capable de ne pas perdre d'argent juste en vendant juste en vendant la moitié moins de voitures qu'on vend d'habitude.
Donc, c'est déjà une bonne information. Je pense qu'il y a la coloration est assez bonne par rapport à ces résultats-ci. Donc, je ne m'attends pas à ce que les résultats prochains soient exceptionnels. Ils ont essayé également de mentionner que le carnet de commandes est assez plein. Donc, on peut penser que 2022 sera une bonne année pour la compagnie. Mais voilà, si le marché anticipe que 2023 ne sera pas une bonne année, laissez-moi vous dire qu'on s'en fout de savoir s'ils font de bons résultats ou pas en 2022. Ce que vous devez savoir ici, c'est est-ce que l'entreprise a la capacité de souffrir. Donc, moi ici, je vous dis que l'entreprise a la capacité de souffrir parce que quand on va regarder le niveau d'endettement ici de l'entreprise, donc déjà, ça, c'est un peu un tour d'horizon des différents tableaux ici. Donc, on va aller regarder la dette directement parce que vous pouvez aller regarder ce document-ci de vous-même, s'il vous plaît. Donc, juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, ici, vous voyez que présentement, ici, elle a une position forte au niveau de la dette. C'est-à-dire qu'elle a plus de cash que de dette. Elle a près de 22 milliards ici, alors qu'ici, elle était à 19 milliards en décembre 2021. Donc, elle a en cash, elle a 46 milliards 355. Maintenant, je veux savoir, c'est en milliards d'euros. Donc 46 milliards d'euros à peu près. Regardez sa capitalisation boursière. On a une capitalisation boursière de 43 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire que si vous achetez cette entreprise au prix actuel et que vous allez trouver du cash équivalent à sa capitalisation boursière. Mais attention, là on parle du cash brut. Si on parle du cash net, en réalité, si vous enlevez 20 milliards, c'est à peu près 20 milliards de cash net. Donc, je pense 20 ou 22 milliards. 22 milliards de cash net. Donc, ça veut dire que si vous achetez cette entreprise ici, en réalité, en achetant cette entreprise, la moitié du prix actuel est essentiellement en cash. C'est magnifique. Je dis bien, c'est magnifique. Stellantis, c'est l'entreprise la plus sous-évaluée actuellement et pas la plus qualitative sur le plan du bilan dans le domaine automobile en ce moment-ci. Parce qu'elle est préparée à souffrir et elle a du cash pour souffrir. C'est-à-dire qu'en période de récession prolongée, elle pourrait même se permettre de faire l'acquisition de certaines autres entreprises. Donc, c'est important de le mentionner ici parce que c'est quelque chose qui est déterminant. Une entreprise qui vend des voitures doit absolument avoir un bilan solide. D'accord? Donc, ici, les marges que nous, on avait pris par rapport à notre analyse étaient à peu près des marges de 5% par là. Donc, comme je vous l'ai dit, je campe sur ma position ici en disant que c'est une entreprise qui peut avoir une valorisation aux alentours des 39 euros par là. Donc, actuellement, le prix est toujours bon, mais ça ne veut pas dire qu'en l'acheter en date d'aujourd'hui, boum, directement, on s'attend à ce que ça vale 39 euros cette année. Non. Soyez même prêt à attendre au moins 5 années. Je vous dis, c'est pour ça qu'il faut toujours garder une marge de sécurité. On achète une entreprise uniquement parce qu'elle est sous-évaluée et parce que la marge de sécurité est assez bonne. Donc la marge de sécurité, c'est la différence entre la valeur de l'entreprise et le prix que vous payez. Moi, je prends toujours 50%. C'est-à-dire que quand le prix double, moi, je gagne plus d'argent que celui qui l'a acheté avec une marge de sécurité moins élevée. Surtout si l'entreprise respecte sa valeur. Donc, je prends toujours un laps de temps de 5 ans. C'est pour ça que vous m'entendez toujours parler en termes de 5 ans, 5 ans. Mais en fait, c'est parce qu'en 5 ans, beaucoup de choses peuvent. En 5 ans, une entreprise a le potentiel de se relever. En 5 ans, une économie a le potentiel de se relever. Donc, une récession ne dure pas 5 ans. Il y aura des difficultés, certes, mais à la fin de la journée, la récession peut durer 2 années prolongées par là. Mais il y a des gens qui sont déjà là, il y a des gens qui sont là pour arranger les choses. Donc moi, je m'occupe uniquement de la microéconomie en prenant en considération la macroéconomie. Et je sais que les taux d'intérêt actuels auront un impact, l'augmentation des taux d'intérêt aura un impact négatif, non seulement sur les ventes automobiles, mais également sur la capacité d'endettement de ces entreprises aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder lesquelles sont les plus endettées. D'accord? C'est celles-là que vous devez éviter. Donc Stellantis ici, comme je le dis ici, on avait fait une analyse sur 3 niveaux ici. Donc on avait pris 10 fois les bénéfices ici. On avait trouvé à peu près une valorisation aux alentours de 33 euros par là. On avait également pris 12 fois les bénéfices à 39 euros par là. Donc si on est même pessimiste, on va même se dire qu'ok, 30 euros. D'accord? Mais c'est un 30 euros sur au moins 5 années. D'accord? Tout en sachant que cette année, les 2 ou 3 années qui suivent, seront potentiellement difficiles parce que les taux d'intérêt augmentent et les taux d'intérêt élevés ne facilitent pas les ventes des véhicules, d'accord? Surtout si les salaires ne suivent pas. Donc, ici, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais mentionner par ici? On a déjà parlé du volume des voitures, le volume de vente de véhicules qui baisse, d'accord? Donc, je dirais encore pour terminer, au niveau du dividende ici, je ne vais même pas regarder ça ici. Donc, c'est une entreprise qui verse à peu près, est-ce qu'elle verse un dividende? Je ne sais même pas si Stellantis verse un dividende. Excusez-moi, c'est parce que c'est pas que le dividende ne m'intéresse pas, mais je pense que je suis quelqu'un qui... C'est avant tout la qualité de l'entreprise qui m'intéresse, la pérennité de l'entreprise qui m'intéresse. Parce que je sais que si l'entreprise est pérenne et si je l'achète à bon prix, le dividende, ce n'est qu'un... Voilà, c'est une formalité. D'accord? Donc ici, elle verse un dividende. Est-ce qu'elle verse un dividende? Enfin, elle prévoit, je pense qu'ici, quand je vois Forward Yield, donc elle prévoit verser un dividende à peu près de 1 euro. D'accord? Je pense que c'est ça.
Oui. Elle prévoit verser un dividende à peu près de 1 € par là. Donc, est-ce que ce dividende-là, il est safe? En fait, 1 € multiplié par le nombre d'actions actuelles. Actuellement, on a à peu près combien en termes d'actions? On a à peu près aux alentours de 3 milliards d'actions. Donc, il paye à peu près 3 milliards d'euros en termes de dividendes. Et ils ont les moyens de le faire parce que euh, ils n'ont pas de dette. Donc, ils n'ont pas de dette, ils ont assez de cash nécessaire. Et ici, c'est une entreprise qui a la capacité de dégager au moins un minimum de 5 milliards d'euros en termes de free cash flow. Juste au premier semestre, ici, ils ont 5 milliards d'euros en termes de free cash flow disponibles. Donc, si on fait ce semestre-là fois 2, on est à une dizaine d'euros par là, mais c'est juste à prendre avec des pincettes ici. Donc, elle a la capacité de pouvoir verser ce dividende-là. Est-ce qu'il est safe? Oui. Mais également, sachez qu'en période de difficulté prolongée, elle va couper ce dividende. Et c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire, couper le dividende. Donc, ne soyez pas omnubilés par le dividende ici. D'accord? Sachez également qu'on peut le couper juste pour que l'entreprise puisse traverser des moments difficiles. Quand bien même elle a les moyens de le faire sans toutefois couper le dividende, mais on va sauver 3 milliards d'euros à chaque fois. Moi, je suis un partisan des entreprises et non un partisan je suis un partisan de la qualité de l'entreprise et non juste au niveau du dividende. Et je n'ai aucun problème avec le dividende. Et comme je l'ai dit tantôt, si mon entreprise est de qualité et qu'elle est solide et qu'elle a des perspectives d'avenir solides et que je l'achète à un bon prix, le dividende sera juste une formalité. OK? Donc, tout est bon ici, d'accord? Mais prudence, prudence, prudence. Stellantis reste une opportunité d'achat. Tout ce qui est en dessous de tout ce qui est en dessous de 30 € ici aujourd'hui représente une opportunité d'achat. Et ici, généralement, comme je l'ai dit, je garde toujours une marge de sécurité de 50% et la marge ici est tout simplement parfaite pour commencer à faire l'acquisition. Il y a parfois, on me pose la question à savoir, oui, mais quand tu achètes les prix que tu demandes, les prix d'achat que tu demandes généralement pour chacune des entreprises, c'est pas raisonnable du tout. Il n'y a pas une question d'être raisonnable. Moi, mon argent est là pour produire. Je ne suis pas là pour acheter une entreprise à sa juste valeur. Je vais l'acheter à un prix inférieur à sa valeur, à me garder une marge de sécurité parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver. Si je valorise Stellantis aujourd'hui à 30 € l'action, d'accord? Et qu'aujourd'hui, on me vend Stellantis à 14 € l'action et que je sais que la période future pourrait être compliquée. Donc, si je demande une décote supplémentaire, ça veut dire que je pourrais l'acheter en date d'aujourd'hui au prix actuel, tout en sachant que les périodes suivantes seront difficiles. Mais imaginez que la valeur de l'entreprise est aux alentours de 20 € et qu'on me vend cette entreprise à 14 €, tout en sachant que la période à venir a le potentiel d'être assez compliquée. Je ne vais jamais l'acheter à 14 €. Je vais l'acheter au moins à 10 € par là. C'est là où ça va commencer, à ce niveau-là que ça va commencer à m'intéresser. Retenez que vous n'avez pas besoin de 50 entreprises de qualité dans votre portefeuille. Une vingtaine, c'est correct. Et en termes de gestion de portefeuille Stellantis, même s'il fallait que je l'achète, elle ne va jamais dépasser 3% de mon portefeuille, ni même 5%. Et c'est complètement personnel parce que je n'aime pas les compagnies cycliques. Dans Stellantis, par exemple, s'il fallait acheter une compagnie dans le secteur de l'automobile, laquelle je pourrais même acheter, je pourrais peut-être acheter Ferrari. Parce que moi, je pense que même en période difficile, Ferrari n'a pas le même client que tout. Ne s'adresse pas à la même clientèle. D'accord? Généralement, ce sont des gens qui ont la capacité de payer, même en période compliquée. D'accord? Donc, à la fin de la journée, Stellantis, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser, même si l'opportunité est ouverte présentement. Est-ce que je vais l'acheter? Je vous dirais personnellement, non, je n'ai pas de place dans mon portefeuille actuellement et voilà, je préfère juste me concentrer sur ce que j'ai déjà en portefeuille. Donc, ça, c'est un cadeau pour vous, pour ceux qui aiment ce genre de véhicule. Si vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, mais ça n'empêche pas que vous lisiez vos rapports financiers. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Stellantis reste une opportunité d'investissement au prix actuel et la vidéo ici date du 31 du mois de mars. Allez sur la page de la chaîne. Donc, généralement, allez sur la page de la chaîne si vous cherchez une entreprise, tapez dessus Stellantis et vous allez trouver l'entreprise. Par exemple, pour ceux qui cherchent à Peram, je clique à Peram et j'ai déjà fait une vidéo sur Peram, Arkema, Maison du Monde. On a près de 300 vidéos ici aujourd'hui. Donc, sur cette chaîne-ci, on a près de 300 vidéos. Donc, il y a énormément de compagnies ici disponibles. Donc, avant de poser une question, essayez de regarder si on en a déjà parlé. Et ce n'est pas parce qu'on en a déjà parlé qu'on ne va pas reparler dans le futur parce qu'une évaluation est dynamique. On prend les informations au fur et à mesure. Mais en réalité, ça ne change pas énormément d'une année à l'autre. Sauf, par exemple, si j'apprends que Stellantis est endetté de 100 milliards ici. Là, ça va m'inquiéter. Il va falloir que je revalorise cette entreprise. Donc, on reste sur une opportunité d'investissement. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.